Bonjour chers auditeurs et spectateurs. Cette vidéo n'a pas été prévue ou anticipée d'une manière quelconque. Elle s'est imposée suite à la brève analyse économique de fin octobre que j'ai enregistrée précédemment. D'ailleurs, je mettrai le lien sous cette vidéo. En quelque sorte, c'est un produit annexe, produit dérivé de l'analyse mentionnée, plutôt comme un diamant trouvé dans une mine de charbon. Aujourd'hui, nous parlerons de conscience. La conscience comme principale différence entre les individus. Comme d'habitude, je vais tâcher de donner un côté pratique à ce que je raconte, même si nous ne pourrons pas éviter quelques gouttes de philosophie, mais c'est à propos. En faisant les conclusions de l'analyse économique d'octobre, j'ai parlé du fait que nous retiendrons l'année 2020 comme l'année de toutes les transformations. Et là, je voudrais faire un aparté. En fait, en Orient, en Chine, par exemple, on considère que vivre à l'ère de transformation, c'est une punition. C'est comme si les âmes de personnes qui vivent pendant cette période ont fait quelque chose de mal lors de leur incarnation précédente. Ou peut-être ils ont manqué de telle ou telle expérience importante, significative, marquante. En tout cas, si vous voulez vraiment maudire quelqu'un, vous pouvez dire à la manière venue de l'Extrême-Orient. Je te souhaite vivre à l'ère du changement. Je ferme la parenthèse. En faisant les conclusions de la situation économique à la fin octobre, nous avons également parlé du changement total du paradigme ou du système de coordonnées dans lequel nous vivons. Encore une fois, il n'y a rien de métaphysique dans ce changement de paradigme dont je mentionne. Tout est réel. Et ce changement a des illustrations issues des sciences modernes. Par exemple, le cerveau humain a besoin entre 21 et 40 jours pour changer une habitude, c'est-à-dire effacer de quelque sorte un processus qui était votre habitude précédente et créer des liens entre les neurones qui facilitent, optimisent, ancrent dans notre système nerveux un autre processus qui devient votre nouvelle habitude. Le confinement en France a duré entre mars et mai 55 jours au total. Cela signifie que nous tous, nous avons changé nos habitudes. Nous en avons eu plus que suffisamment de temps pour le faire. Je vous laisse analyser ce point plus en détail avec les conséquences qui vous sont propres. Parce que les conséquences effectivement sont individuelles de tous ces changements, de tous ces changements d'habitude et les changements globalement. Lorsque toute la population change de ses habitudes, et ce n'est qu'un minuscule exemple des changements qui ont eu lieu au cours des derniers mois, il est évident que les anciennes approches, les anciennes méthodes, outils ne fonctionneront plus comme avant. Et c'est l'une des illustrations du fait que nous entrons dans un nouveau monde. Et plus que cela, probablement du fait que nous sommes tous condamnés à vivre à l'ère du changement, ce nouveau monde est bien plus complexe que le monde précédent. Et en plus, il est bien plus polarisé. Et le problème principal ne se trouve pas dans les polarisations que nous avons connues précédemment, entre les plus riches et les plus pauvres, entre les personnes qui se sentent à l'aise dans l'environnement digitalisé et ceux qui sont complètement illettrés du point de vue numérique. Entre ceux qui ont eu le temps de passer par une bonne éducation, une bonne formation, on peut dire à l'ancienne, et ceux qui sont condamnés à suivre des cours et des formations uniquement à distance. Entre ceux qui ont connu et vont connaître le management et le travail d'équipe de qualité avec des rassemblements physiques, les interactions présentielles et ceux qui sont condamnés à faire que du télétravail. Or, il existe déjà depuis plusieurs années de nombreuses études qui démontrent que le télétravail pur mène vers le manque d'adhésion, d'implication, d'intérêt au travail, sans parler du sentiment d'isolement et autres dépressions. On va observer la même tendance dans le domaine de créativité, parce que beaucoup d'entre vous ont certainement observé ce fait.
le fait suivant. Vous entrez dans certains espaces, les salles de réunion, open space ou autres, et vous avez l'impression que l'air bouillonne. Il est rempli d'idées qui sont là quelque part. Et vous voyez les personnes qui s'agitent, qui en quelque sorte attrapent ces idées et les matérialisent d'une manière qui leur est propre, ensemble. Et de l'autre côté, vous allez avoir des individus en télétravail avec les efforts individuels qui sont toujours utiles et appréciables, mais qui sont plus limités. Toutes ces polarisations sont importantes et il faut les prendre en compte dans votre propre vie, dans votre travail, mais la polarisation la plus importante, la plus structurante qui se forme, c'est la polarisation par niveau de conscience. C'est devenu assez clair il y a peu de temps. Vers mi ou fin septembre, lorsque les choses se sont stabilisées après la rentrée et la reprise du travail, etc., la population s'est séparée en deux parties qui ont en quelque sorte deux lentilles de perception du monde différentes, voire opposées. Et cette polarisation, ce n'est pas un signe ostentatoire, hein. Cette polarisation, elle n'est pas tellement apparente. Donc, d'une part, cette différence n'est pas particulièrement visible parce que tous les gens continuent à marcher, manger, consommer quelque chose presque comme avant. Et d'autre part, leur perception, leur conception du monde ont radicalement changé. Une partie de population se trouve complètement dans les paradigmes, les normes, les manières de fonctionner du monde ancien, du passé. On a l'impression qu'ils essaient tout le temps de mettre les masques, hein, le masque, même quand ce n'est pas obligatoire, hein, dans tous les sens du terme, je parle. C'est comme s'ils essayaient de se cacher de tout ce qu'ils peuvent rencontrer. Et dans leur perception, ces événements qu'ils vont rencontrer seront presque certainement négatifs. Ces gens essaient en quelque sorte de s'enfuir ou de se cacher de certaines peurs, de représentations, de visions. Et à côté de cela, nous avons une autre partie de population qui est particulièrement, qui potentiellement, qui passé déjà qui est potentiellement passé dans le monde futur. Ces personnes essaient de trouver quelque chose dans l'avenir, elles s'imaginent dans un monde nouveau, ils se projettent dans le futur qui sera radicalement différent du passé. Et cette polarisation, ces deux lentilles différentes de perception du monde, ne sont pas dues à la différence des ressources des deux parties de population. Que ce soit les ressources en termes de richesse, d'éducation, d'âge, etc. C'est vraiment dû à la différence de qualité de leur conscience. Parce que en termes de ressources, de point de vue ressources, tout est assez simple, hein. Il faut autant de ressources pour essayer de survivre ou préserver les acquis, le passé, que pour construire activement l'avenir. Mais bon, j'ai déjà parlé de cela il y a quelques années. Et comme j'ai déjà dit dans la vidéo consacrée à l'analyse de la situation économique à fin octobre, c'est assez étrange d'arriver aux conclusions presque philosophiques à la fin d'une analyse économique. Mais même pour moi, c'était inattendu. Mais en même temps, une telle conclusion a tout son sens économique, parce que la vie économique va se dérouler en fonction de l'activité de telle ou telle partie de population qui représente des agents économiques actifs. Dans votre activité quotidienne, il sera primordial de comprendre à travers laquelle des deux lentilles de perception du monde regarde votre collègue, votre client, votre partenaire ou votre concurrent. Revenons vers le sujet principal d'aujourd'hui, la conscience. Ceux d'entre vous qui ont un peu étudié la philosophie, le matérialisme dialectique ou l'économie politique connaissent ce fameux postulat de Karl Marx. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais plutôt la vie qui détermine la conscience. Ou, traduit différemment, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Ou encore, ce n'est donc pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience.
Conformément à cela, mes conclusions concernant la polarisation de population par niveau de conscience n'ont rien de métaphysique. Elles ont des fondations tout à fait réelles, matérielles, économiques, car ce sont précisément les conditions de nos vies, la vie économique de l'année 2020 qui a beaucoup contribué à cette polarisation du niveau de conscience de population. Et là, je voudrais que nous jetons sur notre conscience un regard un peu différent par rapport à celui auquel nous avons l'habitude. Il y a quelques semaines, je suis tombée par hasard sur la vidéo d'une rare interview avec une personne impliquée dans les processus de la gouvernance globale. C'est le type de personne que nous ne voyons pas dans les médias, compte tenu de l'importance de leur travail et le niveau stratosphérique sur lequel ils travaillent. Je tiens à souligner que cette interview était faite en 2016, il y a 4 ans. Donc, elle n'est pas directement liée avec les situations actuelles. Néanmoins, dans cette vidéo, il y a un épisode où l'homme interviewé, il a une cinquantaine et quelques soixantaine d'années, un homme brillant avec 3 diplômes de l'enseignement supérieur, etc. Il inverse l'interview. Il demande le journaliste: à votre avis, quelle est la plus importante différence entre les individus, la plus structurante? Et assez rapidement, il répond lui-même: c'est la qualité de conscience ou le niveau de conscience. Et ça, c'est la principale, la fondamentale différence entre nous tous. Tout le reste, l'âge, le niveau de richesse, l'éducation, etc., c'est le 2e, 3e ou 15e niveau d'importance. Formulé de cette manière, ce postulat paraît presque évident. Mais bien sûr que c'est le niveau de conscience qui est notre qualité la plus individuelle. Mais en même temps, ce n'est pas évident du tout. Nous connaissons des différents classements, par exemple, les personnes les plus riches, ou les stars les mieux payées, etc. Mais il n'y a pas de classement Forbes de personnes ayant le niveau de conscience le plus élevé. Ce classement est tout simplement impossible. Pour mieux comprendre ce sujet extrêmement complexe dans lequel nous avons mis les pieds, revenons aux sources. Quelle est la définition du mot conscience? Commençons par le Larousse de la langue française qui nous propose les définitions suivantes. Tout d'abord, la conscience, c'est la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence ou de celle du monde extérieur. Numéro 2, c'est la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Par exemple, l'expérience lui a donné une conscience aiguë du danger. La 3e définition, c'est le sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes, sens du bien et du mal. Par exemple, avoir bonne ou mauvaise conscience. Et le 4e, en psychologie, c'est la fonction de synthèse qui permet à un sujet d'analyser son expérience actuelle en fonction de la structure de sa personnalité et de se projeter dans l'avenir. Au passage, j'attire votre attention sur le fait que dans la version internet de Larousse, la 3e définition est absente. Je l'ai trouvée dans une version papier du dictionnaire. Or, aujourd'hui, la majeure partie de la population consulte ce type d'informations sur Internet. Donc, l'association que nous observons signifie que Larousse pousse les jeunes générations d'ignorer leur conscience en tant que sentiment intérieur, de ne plus avoir mauvaise ou bonne conscience, par exemple. Il les pousse à devenir une sorte de bio-robot. Or, il est bien connu que les robots n'ont pas de conscience. Je ferme la parenthèse concernant Larousse. Revenons vers la définition de conscience. Prenons celle faite par le philosophe, historien, sociologue et économiste du milieu du XIXe siècle, nommé Karl Marx. Mettons de côté toute la couche idéologique et politique liée à ce nom et assumons le fait que ce personnage a analysé et résumé la pensée occidentale de toute son époque. Plus que cela, la société occidentale est toujours majoritairement basée sur ces mêmes idées. Ainsi, d'après Karl Marx, la conscience a 3 composants. Le premier, tout ce qu'on peut appeler intelligence, intellect, pensée ou raison.
Le deuxième, c'est la sphère émotionnelle et sensuelle. Et le troisième composant, c'est tout ce qu'on définit par la volonté, gré, arbitre. Après avoir vu la définition de conscience dans le monde, dans la société occidentale, regardons la définition bien plus orientale. Par exemple, celle donnée par Vasubandhu, le philosophe et encyclopédiste indien, l'un des penseurs les plus importants du bouddhisme qui a vécu au 4e, 5e siècle. Dans son livre Abhidharma Kosha, sorry for my French, considéré comme une étape essentielle de toutes les études bouddhistes en Extrême-Orient et au Tibet, il dit que la conscience est constituée de 22 pivots, ou 22 unités, encore 22 points sémantiques. Parmi ces points, nous trouvons par exemple l'attention ou la vigilance, l'esprit d'observation, la mémoire, l'élocution, la pensée, les émotions, les sentiments, etc. Je remarque au passage que ces qualités deviennent de plus en plus rares dans le monde d'aujourd'hui, notamment parmi ceux qui vivent dans les gadgets et la réalité virtuelle. Cela signifie que le monde d'aujourd'hui est construit de sorte à abaisser votre niveau de conscience et celui de vos enfants, de réduire la qualité de votre conscience. Or, nous avons déjà longuement discuté le fait que vers la fin de l'année 2020, nous sommes arrivés à la polarisation importante de la société selon le niveau de conscience des individus. Cela entraîne l'importance de perfectionnement de sa conscience. Cela détermine de quel côté de cette polarisation vous allez vous retrouver. Toute personne qui va être capable de regarder au fond de soi-même le plus profondément possible, y trouvera les clés sémantiques nécessaires au développement personnel et la compréhension du monde de demain radicalement différent de celui d'hier. Plus haut est le niveau de votre conscience, plus de clés ouvrant les secrets de ce monde se trouveront à votre disposition. C'est un peu comme un jeu, comme une sorte de escape game. Vous êtes enfermé dans une petite pièce et il vous faut en sortir dans une plus grande pièce, dans un jardin, etc. De retrouver votre liberté totale. Et plus vous améliorez l'un des aspects de votre conscience, plus vous trouvez de clés et plus facilement vous les trouvez. Par exemple, vous travaillez pour améliorer votre mémoire. Et hop, on vous donne une clé. Vous apprenez à maîtriser vos émotions, une autre clé, etc. Et puis peut-être un bouton qui ouvre une petite porte suivante, etc., etc. Et ainsi, petit à petit, vous allez parvenir à avoir une vision ou une compréhension de plus en plus claire de ce monde. Vous allez mieux comprendre tout ce qui se passe autour de vous. J'admets qu'aujourd'hui nous avons abordé un sujet très complexe qui est vraiment très difficile à appréhender. Je pense que moi-même je ne comprends pas jusqu'au bout certains textes, certaines sources que j'ai trouvées sur ce sujet. Néanmoins, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que ce quelque chose n'existe pas. Il sera dommage de l'ignorer, surtout vu l'importance du sujet et de ses conséquences. Maintenant, je pense que nous pouvons passer à la conclusion. Nous avons vu que dans le monde de demain, et même déjà du monde d'aujourd'hui, c'est la conscience qui va définir votre existence et votre être, contrairement au postulat de Karl Marx. Nous avons vu également les différentes définitions de conscience. Nous avons analysé les différents composants de conscience et cela permet de comprendre que nous pouvons la développer, d'améliorer sa qualité. Chacun peut développer son esprit d'observation, sa mémoire ou apprendre à maîtriser ses émotions, etc. C'est faisable. Il y a des milliers de méthodes pour le faire. Et non seulement c'est faisable, mais en plus, grâce à cela,
Votre conscience va vous donner les clés permettant de mieux comprendre notre nouveau monde. Et c'est l'escape game dont on a parlé. Et donc, plus que jamais, vous pouvez prendre votre avenir entre vos mains, car cet avenir ne dépend que de vous, de votre niveau de conscience. Et là, j'avoue que à cette étape-là, je trouve que la vie est belle.